si vous êtes d'accord que je me présente, parce que je pense que peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Donc voilà, je suis Alexandre Latza, j'ai 38 ans, je suis français, je suis né à Périgueux, en Dordogne. J'ai grandi en Afrique, j'ai terminé ma scolarité là-bas. J'ai après rejoint la métropole et la France. J'ai étudié le droit et les langues slaves et en 2008 j'ai déménagé en Russie pour des raisons plutôt personnelles. Et depuis 4 ans je dirige un petit cabinet de conseil en ressources humaines à Moscou. Donc je suis un chef de TPE, une société de 4 personnes aujourd'hui. Et nous travaillons avec principalement des groupes français que nous aidons à se développer en Russie. Donc on les aide à recruter du personnel en fait. Voilà. C'est la présentation personnelle. Les motivations qui m'ont poussé à écrire un livre, c'est les suivantes. C'est que depuis que je suis en Russie, j'ai pu constater en fait le grand malentendu régnant entre la Russie telle que je la vivais. J'y habite, je suis marié avec une Russe, je travaille en Russie, j'ai beaucoup voyagé en Russie, je suis sorti des grandes villes, j'ai fait les périodes, j'ai fait les zones profondes du pays, les petites villes, je suis allé dans le rural, en Extrême-Orient, à Vladivostok, à Kazan, j'ai voyagé. J'ai beaucoup roulé en Russie, donc je confirme que les routes russes sont de très mauvaise qualité, c'est pas une légende. Mais malgré tout, j'ai constaté le grand malentendu régnant en fait entre l'information que le public français recevait sur la Russie et la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée de... je tiens un blog, j'écris beaucoup, et j'ai eu l'idée de synthétiser un petit peu tout ça, de faire un ouvrage de synthèse, donc celui-là, voilà, aux éditions Les Sirtes, et de chercher les raisons à la situation que nous connaissons. Il est vrai que la Russie ne se développe pas comme les autres pays. Elle connaît un modèle politique unique. Elle développe un modèle sociétal qui va à l'encontre de celui qui a cours aujourd'hui en Europe. Voilà, elle est en train de développer une voie propre et elle ne prend pas le mode de développement occidental. C'est un fait et je pense que ça va s'accentuer dans les 15 ou 20 prochaines années. Il n'y a pas de haine des Russes envers les Occidentaux, loin de là. Par contre, il y a un passé proche, à mon sens, c'est ma théorie, c'est qu'il y a un passé proche historique qui fait qu'aujourd'hui, des choses qui semblent sans importance en Occident le sont fondamentales en Russie. La première des choses, c'est, je pense que le public français, je pense qu'il y a des Russes ou des gens qui connaissent bien la Russie dans la salle, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire que la disparition de l'État en tant qu'outil de gestion du territoire et de protection des citoyens, du peuple, a laissé place à une forme de chaos sans équivalent. Voilà, les années 90 ont vu une explosion de la mortalité, l'état de droit, entre guillemets, a disparu, c'est le règne des mafias, c'est-à-dire en haut, c'est des hommes d'affaires qui ont détruit l'appareil d'État, en bas, c'est des mafias qui ont pris le contrôle des villes, c'est une corruption gangrénée bien plus grave que la corruption dont on parle aujourd'hui, qui a fait en sorte que la police était achetée, c'est l'absence de droit, c'est l'apparition de la drogue, c'est l'explosion de la drogue, c'est l'explosion du sida, conséquence de la drogue, et la conséquence de tout ça, c'est une situation sanitaire absolument effroyable. J'en parle beaucoup dans le livre, il faut lire les chiffres que je donne parce qu'ils sont réels. C'est la mortalité qui explose et surtout c'est les femmes qui font plus d'enfants. Et c'est les effondrements naturels de population que la Russie a connu dans les années 90 jusqu'à 2000-2002, ils sont équivalents ou supérieurs aux pertes de population que la Russie a connues en temps de guerre. Donc on était dans une société post-soviétique, libérale, ouverte, où enfin la Russie rejoignait le monde civilisé, disons-le comme ça, mais à l'intérieur, l'État a disparu et la population était en train de mourir, tout simplement, de mourir. Je vais vous donner une anecdote. J'ai une amie qui est plus âgée que moi, elle a plus de 40 ans, et son père lui a raconté qu'il y avait une petite usine dans la banlieue sud de Moscou. Un jour, l'usine a fermé. Les ouvriers sont restés disant mais qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver de nous maintenant. Et puis ils se sont dit bah non mais tout va bien, l'État va s'occuper de nous. Et en fait donc ils se sont mis à boire, ils sont tous morts. C'est un fait réel, hein, ils sont morts. Donc ces gens avaient des femmes et ils avaient des enfants. Et c'est ce genre de traumatisme qui a marqué aussi les années 90. Et
c'est des hôpitaux pas fournis, c'est une situation morale terrible, c'est l'effondrement du pays. Puis imaginez, c'est tous ces problèmes d'identité. On était soviétique, maintenant on est russe, oui, mais la plupart, il y a des millions de Russes qui sont hors des frontières de Russie. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, hein. C'est un de ces problèmes. On va y revenir. Donc cette période-là, c'est la fin de l'État. Et je crois que ça, c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fin de la dynamique Poutine, qui a commencé en 2000 et qu'on va continuer encore quelques années visiblement, on a vu encore un mandat, mais c'est la restauration de l'État. Et cette restauration de l'État, elle s'est faite de façon extrêmement autoritaire, elle s'est faite de façon très verticale, elle s'est faite de façon très souveraine. C'est la restauration, c'est la reprise du contrôle du territoire par l'État. C'est une facette qui est un peu peut-être difficile à comprendre, mais elle est réelle. Le clan Poutine a pris le pouvoir, c'est un clan, ce sont des structures de force, ce sont des gens de service secret, voilà, c'est des anciens militaires. C'est des gens qui ont malgré tout une vision très stratégique et qui se sont dit pour y arriver, on va faire tout ce qu'il faut. Et vous lirez page 103 de mon livre, je liste, j'ai fait une synthèse sur 2 ou 3 pages, je crois. J'ai écrit, je me souviens plus de pages. J'ai chiffré en fait les succès au sens moraux, économiques, démographiques de la gouvernance Poutine, et ils sont sidérants. Quoi qu'on puisse penser de l'homme, des méthodes de gouvernance, ça a marché. C'est la restauration en force de l'État a permis à l'État de reprendre le contrôle du territoire. C'est de mater une rébellion islamiste séparatiste soutenue de l'extérieur dans le sud, c'est de réassurer une continuité territoriale et l'autorité de Moscou sur l'extrême-orient, la Sibérie, le Grand Nord, le Sud. C'est vraiment la Russie, c'est compliqué à gérer. Quand une loi, je salue l'arrivée de Pierre Gentier. Salut, tout le monde connaît. Quand une loi est votée en France, c'est sûr qu'à Paris, c'est sûr qu'à Périgueux, elle est appliquée. Si une loi est votée à Moscou, pour qu'elle soit appliquée à Vladivostok, à Grozny en Tchétchénie ou chez les Yakoutes dans le Grand Nord, je vous garantis que ce n'est pas si simple. Donc tout ça ne peut exister qu'avec un État très fort. Et c'est pour ça que les 2 premiers mandats de Poutine, ça a été vraiment des mandats de serrage de vis, on va parler simple, et de restauration de l'autorité. Actuellement, clairement, la vis se dessert. En Russie, on le voit. Voilà, donc ça c'est le premier des concepts sur lequel je voulais insister, c'est la partie restauration de l'État. Il me semble que c'est très important. La conséquence première, je pense, intérieure de cette restauration de l'État, c'est que la population russe, qui était proche de la disparition, si la situation démographique avait continué encore 2 ou 3 décennies, je pense que la Russie aurait explosé. Il y a un moment où il y a un problème de renouvellement de génération, il faut du capital humain pour peupler le territoire, donc ça n'aurait pu marcher. Donc le renouveau de l'État a permis un redressement démographique absolument inattendu. Ça dépasse tout ce qui était prévisible par les plus russophiles des démographes. Ça veut dire que donc la volonté politique permet de relancer la démographie. Ça veut donc dire que tous les États européens pourraient avoir des démographies en bon état. Parce qu'on parle de 10 ans de travail en Russie, mais si ça travaille encore 20-30 ans, ça va s'améliorer. Et surtout, c'est en plus ce renouveau démographique, on refait des enfants parce qu'on a confiance dans l'avenir. C'est la hausse du niveau de vie, c'est l'amélioration de la situation et du confort des gens. Et c'est le retour de la confiance. Historiquement, les Russes ont toujours eu un gros problème de relation avec leur État. Alors, vous imaginez ce que c'est l'État russe. L'État soviétique, le tsar, c'est évident que c'est pas très simple. La gouvernance Poutine est en train de réussir, je pense, sur un sujet assez peu traité, c'est qu'elle restaure, en quelque sorte, une forme de lien de confiance, entre guillemets, en italique, entre l'administré et l'État russe. Et c'est une première pour l'histoire russe. Et je crois qu'en faisant ça, la gouvernance redonne confiance au peuple russe. Et je pense que les élites russes ont réussi sur ce point. Elles ont peut-être échoué sur beaucoup de points, mais sur celui-là, elles ont réussi. Elles ont redonné confiance au peuple russe. Elles ont donné le moral. Les Russes ont le moral. Il y a des sanctions, le pétrole bas, plein de choses qui sont compliquées. Il y a plein de Russes qui ne peuvent plus venir en Europe à cause de la chute du rouble. Mais enfin, le 9 mai dernier à Moscou, il y avait des concerts partout, les jeunes étaient là, tout le monde avait des insignes de la Grande Guerre patriotique. Il y avait une ambiance de printemps, il y avait un mai 68 dans le bon sens du terme. C'est quelque chose que j'ai ressenti lors de la dernière élection de Poutine. Il y a eu une espèce de déclic, c'est des choses qui sont en train de se passer très fortes. Et je pense que
contrairement à ce qui est écrit, moi je pense que Poutine représente, actuellement en tout cas, parfaitement la Russie. Et je pense qu'il représente parfaitement le peuple russe et ses attentes. Voilà, donc ça c'est les choses pas politiquement correctes qu'il faut le dire. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette espèce de redressement intérieur initié par les autorités russes, qui a, à mon sens, assez bien réussi, il y a encore énormément de choses à faire. La Russie, je le disais tout à l'heure, le jeune homme qui est à la caisse, n'est pas un pays facile, c'est pas un pays très confortable à vivre, il y a beaucoup de problèmes, il y a des mauvaises routes, il y a un climat effroyable, la nourriture n'est pas super bonne, il y a des problèmes logistiques majeurs, il y a une population difficile, il y a une administration qui est absolument effroyable, genre chef d'entreprise, c'est à se pendre, croyez-moi. Donc tout n'est pas pour autant rose, je ne suis pas venu vous dire que la Russie c'est l'Eldorado, il faut l'habiter. Mais en tout cas, ce redressement intérieur a marché. Moscou aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Moscou, je pense à Pierre, je vais le montrer du doigt. Moscou c'est une ville de 15 millions d'habitants, une population extrêmement mixée, il n'y a pas d'insécurité. Vous n'avez pas les phénomènes qu'on connaît ici. L'ordre règne. Voilà, si c'est faisable pour une ville de 15 millions d'habitants, c'est que c'est faisable à Paris. Hein. Le nombre de policiers à Paris est très élevé. Tout ça est une question d'énergie politique. Ce redressement, le sujet de mon livre aussi, j'en parle à la fin, c'est que si on a pu restaurer une espèce de substance morale saine et d'initier des bonnes actions politiques et que l'État a pris en main la situation pour redresser la Russie de l'époque qui était presque perdue, c'est qu'il ne faut pas désespérer en France. Ça veut dire que même si on a l'impression que tout va mal, en fait il ne faudrait pas grand chose. Il faudrait juste avoir des gens qui aient des visions stratégiques et qui disent bon on applique. Et je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct mais que je vais répéter à chacune de mes conférences. T'inquiète pas Pierre. Que je vais répéter à chacune de mes conférences. Je pense qu'il faut s'inspirer du modèle russe sur ce point-là. Je pense que s'il faut un tout petit peu, entendez bien mon propos, s'éloigner du modèle démocratique tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour les intérêts supérieurs de notre nation et afin de remettre notre nation dans le sens politique de l'histoire, je pense qu'il faut le faire. En Russie, le modèle politique qui s'est instauré, c'est un modèle politique unique. C'est un modèle sans alternance. Ça paraît bizarre comme ça, mais finalement ça marche. Et finalement, pour initier des réformes structurelles complexes, lourdes et longues, il ne faut pas 3 ans. On ne redressera pas la France par des mandats de 2 ans, 4 ans, 5 ans. Au bout desquels à mi-chemin, il faut être élu. Ça ne marchera pas. La seule solution, c'est la prise de contrôle des appareils de gouvernance. On en a. Il y a des lois, il y a une constitution. La constitution russe est collée à la constitution française, elle est très similaire. Il manque juste un pilote à la tête de l'État, il manque juste De Gaulle. Et les Russes sont Poutine. Donc voilà, je voulais faire ce parallèle, il est important parce que vraiment il me tient à cœur et je pense qu'il est réel. Ça c'est sur la partie intérieure. Et je voudrais, on va beaucoup échanger, j'espère que vous avez beaucoup de questions. Je voudrais aussi aborder un autre point, je voudrais aborder le point de ce qui s'est passé à l'extérieur. Parce que au moment de la désintégration russe, pendant que nous on regardait Eltsine ivre-mort danser sur scène et qu'on se disait bah, c'est super, finalement la Russie ne fait plus peur et que ça allait mal dedans, je vais le dire un peu simplement, il y a une superpuissance qui elle avait des objectifs beaucoup plus concrets, c'est l'Amérique. Et l'Amérique avait des objectifs de destruction de la Russie. Après avoir détruit l'URSS, il fallait détruire la Russie, en tout cas la tenir. La contenir, il y a eu des projets, vous savez, de la couper en 3 ou 4 entités. C'est sorti sur des livres de conseillers de président américain. Il y a une politique de développement appuyée d'une Union européenne sur laquelle s'est superposée l'extension de l'OTAN. Donc c'est une double extension qui s'est projetée à partir de 2004 vers les frontières de la Russie. Et sur le pourtour russe, je ne sais pas si vous vous souvenez des événements spontanés, démocratiques et joyeux qui ont eu lieu en Serbie, en Ukraine, en Géorgie, les fameuses révolutions de couleur. Il s'avère que j'étais en Serbie quand ça a commencé, j'étais là-bas pour des raisons personnelles, et j'ai vu, en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit là-dessus sur le livre, j'ai vu en fait les étrangers présents et qui instruisaient les Russes, les Serbes, pardon. Et en fait, on a su plusieurs années après, parce que Internet permet de rien cacher, on a su qu'en fait la CIA avait organisé, c'est public, je mets toutes les sources dans mon livre, hein, ceux qui ont un doute pourront vérifier, la CIA a organisé en Hongrie, alors je crois qu'il y a une hongroise, mais c'est pas vérifié contre elle, des camps, les jeunes allaient se faire former et ils sont revenus en Serbie et ils ont mis en place
une fausse révolution non violente, contre laquelle les forces de police serbes n'étaient évidemment absolument pas préparées et n'ont pas su réagir. C'était très adroit. Et d'ailleurs, ça a marché en Géorgie, ça a marché en Ukraine. Donc c'est des processus très complexes. Il y a des informations dans ce livre qu'on trouve nulle part ailleurs, je pense. Lors de ces événements en Serbie, a été créé un centre qui s'appelle Canvas. Ils ont le site, canvas.org, on peut regarder ce soir, c'est dans toutes les langues. Canvas.org, ça a été financé par la CIA, c'est soutenu par le département d'État américain, c'est public, ils ont un site internet, ils ne le cachent pas. Ils ont opéré des révolutions de couleur dans près de 60 États, des tentatives. Quand les événements du printemps arabe ont commencé, ce que peu de gens savent, c'est que les Tunisiens sont allés se former à Belgrade. C'est public, ça a été reconnu, je mets les liens dans le livre, on en a très peu parlé, mais le début du printemps arabe, c'est pas du tout une révolution islamique, c'est une déstabilisation contre des régimes autoritaires qui a été initiée par la CIA, indirectement, par ces centres Canvas, sous une idée très très belle, la démocratie. Ceux qui connaissent un peu cette région du monde, forcément la démocratie passée d'un leader charismatique au pouvoir depuis 40 ans à une démocratie à la Suisse, évidemment ça ne marchera pas. Et on a vu ce qui s'est passé, le chaos. Donc les Russes ont vu ça arriver, ils ont vu l'extension de l'Union Européenne et l'OTAN, la Serbie bombardée en 1999, eux dans une situation militaire incapable de réagir, une guerre au sud avec, à l'époque, j'ai retrouvé beaucoup de sources là-dessus, dans la Tchétchénie, vous savez les images qu'on nous montre là des miracles qui décapitent des gens. Cherchez sur internet en anglais les vidéos des tortures que les soldats russes ont subies dans les guerres de Tchétchénie. Je vous assure, c'est largement pire que ce que fait Daesh aujourd'hui en Syrie. Mais comme c'est les soldats russes à l'époque, on va pas parler. Mais il y a eu beaucoup de morts. Hein. Donc, les Russes ont vu tout ça arriver en disant oula, on est donc vraiment encerclé en fait. La Géorgie, l'Ukraine, la Serbie, notre allié, est bombardée, l'OTAN arrive, dans le sud, on va perdre un morceau de territoire. C'est ça qui s'est passé. Et les élites russes réagissent aujourd'hui, de la même façon que les élites américaines sont encore sur une logique post-guerre froide, les élites russes, elles, aujourd'hui, réagissent encore sur le logiciel de cette période-là, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles initient un énorme dispositif d'alliance en Eurasie et en Asie, avec l'organisation de Shanghai, avec le binôme avec la Chine, etc. C'est qu'en fait, on parle de l'Ukraine juste après, ça a été le point tournant, je pense, c'est qu'en fait, je pense que les élites russes ont compris que la fenêtre sur l'Europe, elle était ouverte, elle ne s'ouvrait pas plus, par conséquent, il leur fallait d'autres fenêtres. Et il y a une chose très intéressante à faire, vous prenez une carte de l'Eurasie et vous la regardez à l'envers. Je vous incite à le faire ce soir. Vous êtes debout sur le pôle Nord, okay, et vous regardez vers le sud. Vous allez voir que la Russie est étalée, vous allez voir que dessous il y a la Chine, il y a l'Inde, ça part très très loin, qu'il y a l'Iran. Il y a une sorte de grande corne qui géographiquement est visible, et l'Europe est là. C'est une petite péninsule qui part comme ça autour du globe. Donc, quand on a cette vision géopolitique, et je l'ai vu la première fois dans un livre écrit par le leader du Parti communiste, Gennady Zyuganov, il n'y aura pas de parler des communistes, trop pauvre. C'est lui qui avait initié ces théories-là, et je pense que cette théorie, cette vision géopolitique, géographique / géostratégique, je parle complet, je suis compliqué un petit peu là, c'est bon? Et je pense que c'est cette vision-là qui guide les intérêts russes aujourd'hui. Et le grand morceau de terre, le grand morceau le plus peuplé, il n'est pas à l'ouest, il est au cœur de l'Asie. Et donc je pense que les fenêtres que sont en train d'ouvrir les Russes vers l'Asie, elles sont extrêmement importantes. Et je pense qu'elles vont être, malheureusement pour la France, malheureusement pour la France, je pense que ces fenêtres, on va en être exclus. On n'est plus dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que c'est en train de basculer là-bas et nous, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais voilà, donc, ça c'est aussi le sujet du livre, c'est que moi j'appelle un renversement d'alliance et j'appelle la France à quitter l'OTAN, à rejoindre l'organisation de Shanghai, s'en rapprocher ou adhérer, M. Sayo, et à devenir en fait la façade occidentale et européenne de cette alliance. Parce qu'aujourd'hui c'est la Russie. Donc voilà, c'est un renversement d'alliance, j'en parle énormément. Je pense qu'on a intérêt à le faire parce que ça marchera par un binôme franco-russe. Je pense que l'avenir pour la France, ça passe par Moscou. Je pense que nous avons deux pays qui sont très proches, très similaires, nous avons beaucoup de choses en commun, et je pense que la période historique actuelle pourrait nous rapprocher. Donc ce livre, c'est aussi un livre qui est pour l'amitié franco-russe. Moi, en tant que Français de Russie, je vis en français, je pense en français, mais je n'habite pas en France. Moi, je reste français.
Et je parle en tant que Français à des Français, le public c'est plutôt des Français. C'est pas un livre pour les Russes évidemment. Voilà, ça c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et oui, je voulais revenir sur l'Ukraine, parce que je crois que là le traitement médiatique a encore fait fort. L'Ukraine et la Russie, c'est pas séparable. Toutes les familles russes ont un Ukrainien dans la bouche. Je veux dire, un grand-père, c'est comme ça, c'est mixé. On ne peut pas couper les gens en deux. Et je pense que là, il y a eu vraiment une politique stratégique suicidaire des Occidentaux, notamment de la Nouvelle Europe, poussée par les Américains, pour repousser la Russie à l'Est et établir le nouveau mur de Berlin. Il n'est plus à Berlin, mais il est à Kiev. Vous apercevez quand même que sur la période 45-2015, ça s'est vraiment rapproché. Hein. Ça pousse à l'Est. Hein. La Serbie essaie de résister, mais enfin, l'alliance euro-atlantique est en train de tout intégrer. Donc, les événements en Ukraine, si vous regardez toutes les échéances électorales qui ont eu lieu depuis 2005 jusqu'à 2015, les deux révolutions de couleur, chaque fois, c'est le parti des régions qui était en tête. La démocratie voudrait que les candidats des partis pro-russes, alors je ne suis pas pro-russe du tout, en tout cas plutôt russophone, soient en tête et dirigent le pays. Là, on a un exemple d'intervention occidentale sur l'Ukraine et d'une action absolument non démocratique. Et la conséquence a été une guerre, il y a eu plusieurs milliers de morts. La conséquence, c'est les sanctions économiques qui contribuent à accentuer le schisme et donc la séparation entre l'Europe d'une part et la Russie. Et donc c'est un piège dans lequel les Européens sont tombés, c'est un piège qui a été tendu par les Américains, c'est un piège de la guerre, c'est un piège des sanctions. Et pendant que les sanctions entre les Européens et les Russes augmentent, regardez, les chiffres d'échange économique entre les Américains et les Russes augmentent. C'est-à-dire que les Américains ont coupé l'Europe de la Russie, mais eux, ils sont en train... ils achètent encore du titane pour leur Boeing. Hein. Vous ne pensez pas qu'ils vont aller faire des Boeing. Donc, voilà, donc il y a vraiment ce double standard en fait. Dire aux Européens de faire quelque chose, mais nous, pas le faire. Allez-y, vous, mettez le pied dedans, vous allez voir. Et je pense qu'il y a deux complices. La classe politique européenne et française, parce qu'en tant que Français, je m'intéresse à la France. Parce que si la France avait dit non, il n'y aurait rien qui aurait été fait. La classe politique française qui est là vraiment complice. On a parlé tout à l'heure avec un monsieur qui est syndicaliste de l'atlantisme de nos élites politiques, on va en reparler je pense dans la question, et effectivement c'est un vrai problème. Et surtout, je crois que ça c'est très important à comprendre, on ne s'en rend pas compte en France parce qu'on est imprégné. Moi je viens en France une fois par an, je vous assure que je pense que peu de gens s'en rendent compte, il y a un vrai problème avec les médias. Aujourd'hui, la presse française, c'est même pas qu'elle désinforme, c'est qu'elle ment. Nous avons recensé pendant 7 ans avec un ami, il y a le lien dans le livre, hein, sur tous les articles de presse sur on l'a fait du bénévole, ça nous fait démarrer. On a pris tous les articles de presse, le Figaro, Libération, Le Monde, et on a commenté. Vous allez lisez le lien et regardez le site, le nombre d'erreurs, les mensonges, les erreurs de chiffres, de dates, de noms, les faits, tout est faux. C'est faux. C'est juste faux. Et les journalistes français, la presse là-dessus a vraiment joué un rôle extrêmement grave. Je pense qu'elle a cassé l'opinion publique française et qu'elle a fait beaucoup de mal. Et je pense qu'elle a installé une russophobie moderne, hein, c'est médiatique, mettant pas la russophobie historique, moi c'est la russophobie médiatique. Je pense que les médias ont instauré une russophobie extrêmement dangereuse qui accroît le malentendu et l'incompréhension, alors que ce qui est dit n'est pas vrai. Et je pense que les chefs d'entreprise français, cette année, se sont plusieurs fois accrochés avec les journalistes français, pas que moi, à Moscou. Ils en deviennent même dangereux pour les affaires. On en est arrivé là, c'est-à-dire qu'ils vont couler le peu qui reste à couler, par idéologisme, par idéologie, je me rappelle du correspondant je peux le dire ou pas, le correspondant du Figaro, avec qui j'ai parlé, il m'a fait une pleine page, je l'avais vu il y a 2 ans, il a réussi à se tromper 3 fois sur mon âge, enfin bon, c'était... Et je me rappelle d'avoir discuté avec lui, et je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on fait un article, il y a 400 commentaires qui nous sont hostiles, et 2 positifs. Il me dit, mais ça c'est les trolls du Kremlin. Je lui dis, mais non, je connais 50 personnes qui ont écrit sur mon article, c'est des Français, comment ça se fait? Je ne veux pas croire. Et il m'avait dit, non, nous les journalistes, notre mission, c'est d'amener la lumière. Et pour amener la lumière sans fait, c'est compliqué. Et de mon expérience avec les journalistes français de Russie, qui sont tous mes amis,
j'ai pu constater des points communs sociologiques et donc mentaux et politiques. On a souvent affaire à des gens qui sont issus de très bonnes familles. Le journaliste est un fils de bonne famille. Il est de gauche, mais il va au Sheraton à Kaboul. Après, il vous dit Kaboul, c'est pas mal. C'est sûr que le Sheraton à Kaboul, il est bien. Je rigole pas, ça c'est l'ex numéro 2 de l'AFP. Hein. J'invente rien. La Paris. Elle va venir nous voir. Voilà, on peut penser que je caricature, mais c'est absolument pas le cas. On est sur des gens qui ont une vision de leur travail comme étant celle d'éclaireurs moraux et dont la vocation est de porter les droits de l'homme. C'est une espèce de sociétalisation, c'est un terme très compliqué, une sociétalisation accrue, idéologique de leur travail. Et malheureusement, ça marche peut-être à Paris-Centre, ça intéresse beaucoup de gens, mais je pense qu'à Pékin, à Karachi, à New Delhi ou à Moscou, c'est pas ça qui est fondamental aujourd'hui. Ce qui est fondamental, c'est la reconstruction de l'État, la reconstruction de l'identité, le développement, l'armement, la défense, des sujets très stratégiques. Les choses sans importance comme ça, importantes entre guillemets, c'est des choses futiles, ne sont pas à l'ordre du jour. Et donc, envoyer des journalistes français russophobes systématiquement en Russie, c'est, imaginez, vous envoyez un correspondant du Monde antisémite en Israël travailler. Est-ce que vous pensez que l'image qu'il va vous donner du pays va être bonne? Alors, pas possible. Ça ne peut pas marcher. La Russie, c'est un pays complexe, il faut être russophone quand même aussi, mais il faut comprendre l'histoire du pays, il faut vouloir l'étudier. Et ce qu'il faudrait que les journalistes français fassent, c'est que quand ils voient ce bouquin, ils disent tiens, il y a une couverture avec du blanc, du rouge, du noir. Qu'ils disent pas, ça c'est un bouquin tout noir. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Voilà, donc, messieurs les journalistes, un peu d'effort s'il vous plaît, parce que voilà, ça porte du tort au business que vous faites. Voilà, je ne sais plus si j'ai quelque chose à dire, mais beaucoup de réponses à vos questions sans doute. Bravo Alexandre.